Bien, aujourd'hui nous parlons du café. C'est un produit qui, aussi loin qu'on en retrouve trace dans l'histoire, viendrait d'Éthiopie et de la région du Yémen aussi. D'abord utilisé comme un stimulant cérébral à des fins religieuses, pour maintenir des états de veille prolongés. Utilisé ensuite à des fins thérapeutiques autour du 8e siècle après Jésus-Christ. Il est recommandé par Avicenne, le philosophe et médecin arabe que vous connaissez sans doute, au 9e siècle. Comme le thé, il est utilisé donc d'abord principalement pour ses vertus stimulantes sur le plan cérébral. Il arrive en Europe plus tardivement, au XVIe siècle environ. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Alors venons-en à sa définition. D'abord, saveur amère à douce et nature tiède. Ses tropismes sont cœur, vessie et gros intestin. À partir de là, vous comprenez toutes les indications qui peuvent en découler et que vous aurez certainement déjà remarqué puisque c'est un produit très courant. Donc vous en avez certainement déjà observé les effets. Donc stimulant cérébral, je le disais, mais surtout en cas de vide de cœur. Il a des effets diurétiques et on l'utilisera alors spécialement pour cette indication dans le cas d'œdème ou d'oligurie. Il a des effets laxatifs, spécialement intéressants dans les cas de stagnation de qi, du foie, du gros intestin qui produirait de la constipation. Insuffisance respiratoire. Il a des effets bronchodilatateurs. Il résorbe les effets de l'alcool. Il est anti-migraineux, que ce soit par stagnation de qi ou par invasion d'humidité. Il a la vertu de faire circuler l'énergie dans la région de la tête. Il a un petit peu cet effet 4GI pour ceux qui connaissent l'acupuncture. Il est anti-allergique, respiratoire. Il a des effets anti-lytiques, c'est-à-dire qu'il permet de lutter contre la formation de calculs au niveau de la vésicule biliaire. Et du fait qu'il contient des antioxydants, il permet de lutter dans une certaine mesure contre le vieillissement. Voilà, ce sont des effets intéressants, une liste qui n'est pas mince, une liste d'effets positifs qui doit nuancer le jugement selon lequel ce serait un poison. Je me souviens, lorsque j'enseignais à l'IMTC, avoir entendu dire et répéter moi-même que le café était pour les Chinois le poison noir. Donc vous voyez, au vu de cette liste d'indications confirmée par des recherches en sciences aujourd'hui, rien n'est moins sûr que le café soit un poison noir, rien n'est moins sûr. Lui a-t-on fait cette mauvaise réputation parce qu'il est en Chine évidemment un concurrent du thé et qu'il ne s'est pas encore tout à fait complètement intégré à la culture, aux habitudes alimentaires des Chinois. Vous voyez, la question reste ouverte. Évidemment, il devient un poison à dose excessive, donc la question du dosage thérapeutique est très intéressante. Bon, une tasse par jour, ça ne fait pas grand-chose, sauf pour ceux qui sont très sensibles et qui le prennent après-midi. Jusqu'à 3 tasses, nous sommes dans des dosages relativement moyens, jusqu'à 3 tasses par jour. 10 grammes infusés ou 1 gramme par jour pour du Robusta,
qui contient, rappelons-le en passant, presque 2 fois plus de caféine que l'arabica. C'est une dose moyenne. Bon, on n'ira pas au-delà de 10 tasses par jour, même si on veut un effet thérapeutique. Une dose de 3 tasses par jour, c'est une moyenne. Au-delà, on commence à entrer dans un dosage, disons, thérapeutique, mais qui doit aussi, pour le coup, être circonscrit dans le temps. Circonscrit dans le temps et utilisé avec discernement, c'est-à-dire en tenant compte des contre-indications. Alors, il faudra limiter l'absorption de café si on a des insomnies manifestes, si on a des signes d'agitation et de palpitations cardiaques, si on a des ulcères digestifs, si on a des problèmes d'hyperchloridrie dans l'estomac, si on a des mictions qui sont déjà fréquentes, puisque le café va avoir cet effet laxatif si on souffre de problèmes de miction fréquentes. Alors il ne faut pas en consommer davantage. Évidemment, il est contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement, ça va de soi. Il faut faire attention dans les cas de vide de sang aussi, d'anémie par vide de sang, quand la peau est pâle, que la langue est pâle elle-même, que le pouls est fin, vide. Le café a un effet déminéralisant et pas seulement quand on le prend avec du sucre. Il est aussi déconseillé en cas d'hypertension et on n'en boit pas si on consomme par ailleurs des médicaments homéopathiques. Voilà, alors je terminerai simplement en vous alertant sur des précautions d'emploi. Le café pour un usage thérapeutique, et je conseillerais même pour un usage quotidien, de ne pas le consommer avec du sucre, et spécialement pas avec du sucre blanc raffiné, qui lui pour le coup est un poison avéré. Bon, le sucre va fatiguer la rate et va faire une impression de grignotage, il va produire un effet sensiblement identique à celui que produit le grignotage, puisqu'on ingère du sucre, et ce sucre, il va bien falloir le digérer. Donc tous ces cafés que vous buvez en dehors des repas avec du sucre, c'est comme si vous grignotiez. Je ne conseille pas non plus, pour finir, de le prendre en dosette, ni à la machine à café, pour la raison que ces produits industriels sont manifestement cafis de pesticides et de toutes sortes de perturbateurs endocriniens qu'on a ajoutés afin d'en améliorer la consommation, le transport, le conditionnement, etc. Donc prenez-le en grains ou éventuellement moulu, mais sans plus de transformation. Je vous souhaite donc un bon café et une belle journée.